L'insertion de personnes en situation de handicap dans l'entreprise est souvent prise comme quelque chose de très compliqué parce que ni les représentants du personnel ni l'employeur ne savent bien comment s'y prendre. Et quelquefois, on préfère payer, l'amende à la GFIP plutôt que de satisfaire au minimum légal. Pourtant, il y a des choses à faire pour insérer les personnes en situation de handicap et en embaucher. Et pour ça, j'ai Anne Balthazar. Bonjour Anne. Bonjour. De la mission handicap chez FO, qui est secrétaire auprès du secrétaire général d'FO pour toutes les questions de handicap, qui va un peu nous faire un tour de la mission du représentant du personnel, de la mission du DRH et surtout, quelles sont les organisations recours qui peuvent nous aider à insérer des personnes en situation de handicap, par exemple quand les locaux ne sont pas adaptés, ou bien quand il faut créer des embauches et dire un comptable, même s'il est paraplégique, c'est un comptable. Voilà, le domaine est large, mais peut-être donner les pistes principales pour aider nos amis représentants du personnel ou des RH, savoir à quel sens se vouer quand on va décider de faire une action pour insérer des handicapés dans l'entreprise. Vous avez raison de dire que les uns et les autres sont quelquefois démunis et les réponses qu'on a dans les entreprises, bien souvent, de la part de l'employeur et même des représentants du personnel, c'est « je ne peux pas ». Mais je ne peux pas, souvent, derrière ça, c'est « je ne sais pas ». Il y a des acteurs, il y a des aides, il y a des organismes qui accompagnent, il y a plein de choses, mais c'est vrai que ce n'est pas immédiatement accessible à chacun et que ça mérite un peu de connaissances, un peu de formation, une formation de base. Et puis ça dépend si on veut recruter quelqu'un qui est en situation de handicap. Et puis, il y a aussi le cas de la personne qui est dans l'entreprise et qui a un risque de perdre son emploi à cause de son état de handicap. Donc, tout ça est très, très vaste. Il y a différents acteurs qui interviennent. Mais en tout cas, en premier abord, quand une entreprise veut agir, veut recruter quelqu'un qui est en situation de handicap, elle s'adresse à Pôle emploi ou à Cap emploi. Voilà. En tout cas, Pôle emploi, on connaît tous. C'est l'organisme qui va chercher pour l'entreprise un recrutement et qui va pouvoir faire appel aussi au Cap emploi, qui sont l'organisme spécialisé dans le recrutement et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. Voilà, c'est des experts qui sont auprès du droit commun et qui vont pouvoir agir. L'inconvénient, c'est de dire je veux embaucher des handicapés, c'est déjà discriminant. Comment on peut faire pour qu'un employeur reçoive des CV et ne fasse pas de séparation entre personnes en situation de handicap et personnes valides pour dire j'embauche un talent, point. Est-ce que là, il y a un moyen de le faire? Alors on avait parlé des CV anonymes, de tout un tas de choses qui faisaient que des critères ne ressortaient pas sur les CV pour que tout le monde soit à égalité. Est-ce qu'il y a des conseils à donner au DRH quand ils recrutent pour arriver à ne pas être discriminant en disant je veux un quota? Parce que le quota est toujours discriminant. Oui, alors en matière de handicap, c'est vrai que la discrimination positive a été admise par un peu tout le monde parce que à un moment donné, dans les faits, on se rend compte qu'on n'y arrive pas si on n'a pas des mesures un peu actives, positives, voire incitatives, qui peuvent être d'ailleurs contre-incitatives avec une contribution financière si on ne répond pas à l'obligation de 6% de travailleurs handicapés dans l'entreprise. Voilà, donc Oui, donc il y a des outils qui sont en place pour aider à recruter. Après, quand on peut faire appel à Cap emploi, je crois même que l'APF avait un service d'aide à l'emploi pour les personnes en situation de handicap, et demander à tous ces organismes en même temps pour des postes qui peuvent correspondre à tout le monde et gommer la provenance pour les gens qui sont chargés du recrutement. C'est peut-être une solution. Oui, mais ça progresse en ce sens. La discrimination positive va diminuer pour rentrer dans le droit commun. On n'est pas encore complètement au rendez-vous. Pôle emploi a fait des progrès. Parce que pendant des années, Pôle emploi ne répondait pas non plus sur cet aspect-là et renvoyait les personnes handicapées à l'expert qui s'appelle Cap emploi. Aujourd'hui, les deux travaillent un peu plus en synergie, voire en duo. L'un héberge un petit peu plus l'autre. Voilà. Donc ça va devenir transparent et c'est bien mieux parce que c'est vrai quand ce ne sera plus du tout visible, quand on recrutera une personne pour ses compétences, point, et puis s'il se trouve qu'elle est en situation de handicap, on mettra l'entreprise en situation de l'accueillir. Il y a les questions d'accessibilité des locaux. Ça relève de la responsabilité de l'entreprise de recevoir, y compris du public en situation de handicap, etc. Donc là, il y a des obligations. Ensuite, la mise en accessibilité du poste de travail lui-même, de l'accès au poste de travail, de l'accès aux lieux collectifs, etc. Ça, il y a aussi quelques obligations, mais les employeurs ont du mal aussi. Donc bien souvent, c'est le premier,
C'est un des freins importants pour l'entreprise qui dit je n'ai pas les moyens de financer la mise en place d'un ascenseur ou d'une rampe ou de couloirs, etc., etc. Donc là, il y a des choses à faire, il y a des organismes qui aident. Alors, il y a quelques aides ou des prêts intéressants pour les entreprises pour faire ça. Mais là, c'est vrai que c'est une obligation de mettre l'entreprise en état d'accueillir et d'accompagner la personne dans son travail. J'allais dire qu'en répondant à comment je recrute, on a répondu à 90% des entreprises de la défense qui ont des ascenseurs assez grands, une accessibilité totale, qu'on soit en fauteuil roulant ou qu'on soit par tout autre moyen. Là-dessus, on peut s'arrêter là, mais effectivement, il y a des entreprises qui peuvent être dans des centres-villes où les locaux ne sont pas du tout adaptés et ça nécessiterait des investissements démesurés pour pouvoir embaucher, l'exemple que je citais au début, d'un paraplégique à la comptabilité pour peu qu'il y ait 5 marches à monter. Oui. Est-ce que là, on a un moyen de dire, on a une aide, on a une subvention, parce que quelquefois ça peut être très lourd pour une entreprise. Est-ce que la GFIP, par exemple, peut participer à ce genre de choses? Alors pas sur les locaux, pas sur les murs, pas vraiment sur la structure des locaux, ce qui peut être effectivement un frein. Et là, il n'y a pas d'obligation pour l'employeur, il y a une obligation pour les locaux de travail neufs. Donc la défense, à l'époque, quand ça a été construit, l'obligation était présente. Mais pour tout ce qui était déjà construit, là, ça devient plus compliqué. Et c'est là où on fait intervenir ce qu'on appelle la notion d'aménagement raisonnable. C'est-à-dire que l'entreprise, elle va mesurer si le coût de la mise en accessibilité est absorbable par elle. Donc voilà, c'est à mesurer par rapport à sa taille, à ses effectifs. Il y a aussi l'accessibilité par rapport à l'acceptation du collectif de travail, parce que quelquefois, pour accueillir une personne, on peut être amené à transformer un peu l'organisation du travail aussi. C'est pas qu'une question matérielle. Quelquefois, il y a des types de handicap ou avec des fatigabilités, donc il faut changer des horaires, il faut changer l'organisation de l'équipe. Quelquefois, le changement est trop important pour que l'entreprise puisse l'absorber. C'est à ce moment-là où on peut se dire, ça devient déraisonnable, et puis là, on dit, bon, on va peut-être voir si la personne peut aller ailleurs dans un autre poste. Alors, on parlait de l'acceptabilité de côtoyer une personne en situation de handicap. J'ai entendu dans ma carrière des choses surréalistes, comme standardiste non-voyant qui devait venir avec son chien et la collègue qui faisait équipe avec ne supportait pas l'odeur du chien. Est-ce que là, ce n'est pas du ressort des représentants du personnel de rappeler l'acte de civisme qu'on doit avoir vis-à-vis de tout le monde, quelles que soient les différences, et le handicap, là, en est une. Là, quel est le rôle des représentants du personnel là-dessus? Vous avez raison, il y en a un vrai dans l'accompagnement du collectif et la prise en compte des doléances des uns et des autres qui sont toutes légitimes, y compris celles des personnes en situation de handicap qui ont des revendications comme les autres. Donc ça, c'est tout à fait normal. Il faut vivre ensemble. Voilà. Et après, bon, il peut y avoir un chien, il peut y avoir aussi un collègue qui fait du bruit, il peut y avoir un collègue qui a des horaires différents. Enfin, il y a des tas de situations, il y a des tas de différences. Et moi, je dis toujours que le handicap est une différence, mais ce n'est pas la seule. Et si on sait la gérer dans l'entreprise, et si les représentants du personnel savent aussi gérer ces situations, ils auront progressé, ils auront fait progresser le collectif et même l'entreprise qui va devenir plus accueillante, plus agile aussi dans son fonctionnement. Donc tout le monde y est gagnant. En plus, les représentants de personnel, quelquefois se confrontent à l'entreprise, à l'employeur, qui dit je peux pas, voilà, parce qu'il ne veut pas. Mais le handicap est rarement un sujet de confrontation. C'est quelque chose qui peut effectivement faire grandir l'ensemble. Est-ce qu'il n'y aurait pas une solution? Alors c'est peut-être surréaliste, je vais peut-être faire bondir la militante syndicale que vous êtes en disant, pour le calcul des 6 ou 7%, des 6%, est-ce qu'on ne peut pas sortir les ESAT du calcul? Parce que dire oui, mais ça va, on commande nos enveloppes dans un ESAT, c'est un peu se masquer en disant voilà, comme ça je passe à côté de l'obligation légale, je fais ma bonne action, je fais travailler un ESAT. Est-ce que si on sortait ça des statistiques, on ne favoriserait pas un peu plus l'insertion des handicapés dans le milieu commun? Alors vous êtes exactement dans l'actualité, parce que c'est fait. Ça y est, le recours à la sous-traitance auprès du milieu adapté, protégé, est sorti à partir de cette année. Donc ce sera visible en 2021, puisque les déclarations d'emploi se font sur l'année N-1. Mais donc dès cette année, ça change. Et la sous-traitance ne sera plus comptabilisée dans le taux d'emploi, ces fameux 6%. Par contre, ils seront, l'incitation à employer le secteur adapté protégé est maintenue, mais d'une autre manière. C'est-à-dire que ce sera décompté de la facture, ce sera décompté du montant de la contribution due à la GFIP, en deuxième lieu. Voilà. Donc facialement, le taux
d'emploi devient le taux d'emploi direct. Et ensuite, la contribution dans ces modalités de calcul sera quand même réduite par la sous-traitance. Puisque pour autant, l'emploi dans ces établissements particuliers est de l'emploi de personnes qui peut-être ne pourront jamais accéder à l'emploi en milieu ordinaire de travail. Donc, pour ce qui concerne mon organisation, on protège aussi ce champ, ce secteur d'activité-là. Voilà, c'est de l'emploi aussi. Alors, vous avez quelques indices, évidemment pas tous, parce que un format 10 minutes, c'est un peu court pour vous expliquer comment on fait pour insérer des personnes en situation de handicap dans l'entreprise. Mais on va vous mettre à la fin de cette vidéo les coordonnées de la mission handicap de Force ouvrière, et vous pourrez les appeler pour avoir tous les renseignements, puisque Anne était la présidente de la GFIP, Île-de-France. AGFIP national. AGFIP national, et donc elle vous donnera toutes les coordonnées des gens qui peuvent vous aider pour insérer les handicapés dans l'entreprise, parce que c'est quand même le moins qu'on puisse faire quand on parle de responsabilité sociétale de l'entreprise. Merci Anne. Merci.